Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'opposition burundaise conteste les résultats de l'élection présidentielle dont le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, est sorti en tête. Elle appelle à une reprise des négociations. Relance économique post-conflit de la région de l'Union du fleuve Mano. Un programme d'aménagement des routes et de facilitation des transports vient officiellement d'être lancé. Et Lomé, la capitale togolaise, a abrité la semaine de l'innovation technologique, l'occasion d'encourager les étudiants à se lancer dans la recherche. Mais tout d'abord, la ville de Maroua au Cameroun a de nouveau été la cible ce samedi d'un attentat suicide. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts et d'une soixantaine de blessés. Cette attaque intervient quelques jours seulement après le double attentat suicide de mercredi dernier dans la même ville. Aucune revendication pour l'instant, mais selon les spécialistes, ces actes portent la marque du groupe terroriste Boko Haram. Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza a été réélu à 69,41% des voix. Un résultat contesté par l'opposition qui estime que ce troisième mandat est contraire à la Constitution. Si certains réclament la tenue d'un nouveau scrutin, d'autres sont prêts à retourner à la table des négociations. Lisa Siakizimana. Le président Pierre Nkurunziza a été réélu pour un troisième mandat au Burundi. L'annonce a été faite vendredi par la Commission électorale nationale indépendante lors de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle qui s'est tenue le 21 juillet. La victoire du président sortant n'était pas une surprise après le retrait des candidatures de l'opposition. On est très heureux d'avoir gagné haut la main cette élection et surtout de pouvoir passer maintenant à autre chose plutôt que de rester sur cette guéguerre politicienne. Calendrier électoral, ajournement, etc. Maintenant, tout le monde est content, c'est fini. On peut penser à autre chose. On va penser à la prestation de serment, la formation du gouvernement et aussi à d'autres projets socio-économiques du pays. L'opposition ne reconnaît pas les résultats de ces élections controversées. L'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, souhaite un retour rapide à la table des négociations. Objectif, trouver des solutions à cette crise sociopolitique burundaise. Il n'y a pas d'issue possible autre que celle de passer par les négociations telles qu'elles avaient été recommandées et telles qu'elles avaient été débutées sous les auspices du médiateur à la personne du président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni. Et cela ne veut pas dire que cela nous amène à élaguer maintenant la question du troisième mandat ou la question du calendrier électoral ou Ndola. Ce sont des questions qui restent posées parce qu'on ne les a jamais abordées. Et j'attends effectivement qu'il y ait les négociations pour que ces questions soient abordées. D'après les résultats provisoires de la CENI, le taux de participation à la présidentielle du 21 juillet est de 73,44%. Le président Pierre Nkurunziza a été réélu à 69,41% des suffrages, suivi de son principal adversaire de l'opposition, Agathon Rwasa, avec 18,99%. Ce dernier avait boycotté cette élection, même s'il n'avait pas retiré officiellement sa candidature. Ces résultats provisoires doivent être confirmé par la Cour constitutionnelle. Dans l'actualité également, le président américain Barack Obama poursuit sa visite au Kenya. Ce samedi, il était au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi. Devant les participants à ce forum économique, il a estimé que l'Afrique était en marche. Il a également plaidé pour que le continent devienne un futur centre de la croissance mondiale, notamment grâce à sa jeunesse. Un programme d'aménagement des routes et de facilitation des transports au profit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria a été lancé ce mardi. D'un coût de 165 milliards de francs CFA, il vise à soutenir la relance économique post-conflit de la région de l'Union du fleuve Mano, et ce à travers la promotion des échanges commerciaux intracommunautaires. Awa Barkala. La région du fleuve Mano, aux portes d'une relance économique, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, pays membres de l'Union du fleuve Mano, étaient réunis le 23 et 24 juillet à Abidjan. Ils ont signé un programme d'aménagement d'infrastructures routières d'un coût global de 165,40 milliards de francs CFA. Le programme est financé par les pays membres et la Banque africaine de développement. C'est un programme que nous avons commencé il y a 3 ans. Nous basons sur le constat de relever un peu les blocages sur le commerce transfrontalier, mais également qui empêchait une réelle intégration dans plusieurs sujets, notamment dans le domaine de la santé, mais également de la sécurité. Le programme prévoit par exemple l'élaboration de 5 marchés et écoles,
3 centres de santé, 2 gares routières, ainsi que le bitumage d'une route de 276 km et la construction d'un pont de 200 mètres. Alors, en 2013, l'Africaine de développement a décidé d'appuyer la formulation d'un grand programme dans lequel nous avons plusieurs composantes. Une composante sécurité, on a une composante facilitation du commerce et du transport dans l'espace nano, on a une composante route, une composante énergie et une composante promotion économique des femmes. Et la composante infrastructure, donc qui comprend les routes et l'énergie, est une composante qui fait, disons qu'il y a 2559 km de routes d'interconnexion entre les 4 pays. L'insuffisance des infrastructures routières dans la sous-région constitue un handicap au développement du commerce et à l'essor économique des pays membres. Pour le moment, aucune date de commencement des travaux n'a été avancée. L'Union du fleuve Mano, créée en 1976, est un pacte économique qui vise au rapprochement des populations de cet espace géographique. La Tunisie a célébré ce samedi 25 juillet le 58e anniversaire de la proclamation de la République. À cette occasion, le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, a accordé la grâce présidentielle à plus de 1500 détenus. Une décision qui coïncide également avec l'adoption de la nouvelle loi antiterroriste. Lisa Siagzimana. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décidé d'accorder la grâce présidentielle à 1581 détenus. Le chef de l'État a reçu vendredi 24 juillet son ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aïssa. Objectif, discuter du résultat de la commission spéciale chargée de l'amnistie et des normes adoptées par la commission nationale et les commissions régionales dans le traitement des cas de détenus qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. La commission nationale et la commission régionale ont travaillé sur ces critères clairs et nous souhaitons que cette initiative fasse sortir la jeunesse de nos prisons. Lors d'une prochaine session, nous espérons appliquer ces mêmes critères. Le président a par ailleurs donné ses directives pour instaurer de nouvelles mesures dans les prisons et notamment concernant les conditions de détention et l'encadrement des prisons. وفي المناسبة القادمة نفس الشيء إن شاء الله باش نتوخاو نفس الطريقة باش نطبقوا نفس المعايير. Cette grâce présidentielle est tombée au moment de la célébration du 58e anniversaire de la proclamation de la République, une fête qui coïncide avec l'adoption d'une nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Il a été voté vendredi 24 juillet par 174 députés pour, 10 abstentions et aucun vote contre. Il faut que cette loi ne soit pas la seule arme pour lutter contre le terrorisme, mais il faut régler au plus vite, les problèmes économiques et sociaux qui sont le terreau du terrorisme. Sans les réformes économiques et sans l'espoir qu'il faut donner aux populations et aux jeunes, toute loi répressive ne peut être que stérile. Cette loi vient en effet remplacer le texte antiterroriste de 2003 adopté sous le régime de l'ancien président Ben Ali. Dans cette nouvelle lutte contre le terrorisme, les sanctions contre les terroristes vont jusqu'à la peine de mort. Un signal fort que le gouvernement lance à l'encontre de toutes les organisations terroristes, mais qui est loin de trouver écho auprès des associations de défense des droits de l'homme. Lomé, la capitale togolaise, a accueilli la semaine de l'innovation technologique. Le rendez-vous a réuni des étudiants venus des 4 coins du pays. L'objectif pour les organisateurs était d'encourager ces jeunes à se lancer dans la recherche dans le domaine des nouvelles technologies. Emmanuel Milimono. Une semaine d'échange et de partage d'expériences dans le domaine des innovations technologiques. L'événement a pour objectif de pousser les jeunes Togolais à mieux s'impliquer dans le secteur de la nouvelle technologie. Cet atelier interactif a réuni certains des plus brillants étudiants du pays. L'idée est du premier inventeur de l'imprimante 3D du Togo et vise à encourager les étudiants à utiliser la plupart des déchets électroniques qui les entourent pour construire leur propre imprimante 3D. Cette imprimante qui s'appelle la Wafat, c'est une imprimante qui est faite à partir de déchets informatiques recyclés. Nous leur montrons toutes les pièces qui composent cette machine-là, comment maintenant monter la machine eux-mêmes. De nombreux pays africains accordent peu de financement à la recherche dans le domaine des technologies nouvelles, ce qui a pour conséquence le déficit d'infrastructures dédiées dans les écoles et universités. Des rencontres de ce genre permettent aux jeunes passionnés par la technologie de mieux apprendre de ceux qui ont déjà réussi à faire des inventions.
Elle les pousse également à mesurer leur propre capacité d'imagination et de créativité. Cette technologie de l'impression 3D permet aux enfants de pouvoir imaginer des objets eux-mêmes, de les dessiner et de pouvoir les créer, les produire eux-mêmes en mode réel, comme ça, comme vous le voyez là, comme cet objet que j'ai entre les mains. Cet objet a été dessiné par les enfants et on a essayé de lancer les impressions. Eux-mêmes, ils sont à même maintenant de piloter les machines, de pouvoir créer leur propre objet à partir des imprimantes 3D. Pour les organisateurs, la stratégie adoptée est celle d'apprendre la science en se divertissant. Ils espèrent attirer un grand nombre de personnes impliquées dans l'innovation afin de résoudre certains problèmes locaux ainsi que de créer des emplois. Ce type d'événement leur permettra également d'accroître la sensibilisation à propos de l'innovation technologique et de donner aux jeunes une plateforme qui puisse les aider à apprendre les uns des autres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.